La trésorerie, quatrième élément de la richesse, numéro 0. Les erreurs fatales dues à une mauvaise compréhension des flux de trésorerie. Une mauvaise compréhension des flux de trésorerie réduit considérablement les chances de devenir riche. De nombreuses personnes n'ont qu'une compréhension superficielle des flux financiers. Par conséquent, ils commettent de nombreuses erreurs. Par exemple, de nombreuses personnes investissent dans des ETF versant des dividendes ou achètent des biens immobiliers à des fins locatives afin d'augmenter leur flux de trésorerie. Il s'agit toutefois d'un investissement inefficace dans lequel, malgré une prise de risque élevée, les différents impôts se traduisent par des rendements faibles par rapport au risque pris. Naturellement, les chances de devenir riche deviennent de plus en plus faibles au fur et à mesure que l'on répète des choix inefficaces. Si vous ne comprenez pas cette phrase, veuillez consulter les documents d'études précédents qui s'y rapportent. Cliquez. Certaines personnes essaient de réduire leur consommation pour augmenter leur excédent de trésorerie, mais elles échouent souvent. La réduction de la consommation ne se fait pas simplement en décidant mentalement de dépenser moins. Vous devez comprendre votre propre système de besoins. La plupart des gens essaient de réduire leur consommation, mais ils s'y prennent souvent de la mauvaise manière. Une autre erreur consiste à sous-estimer l'importance des flux de trésorerie et à renoncer facilement à les sécuriser. La trésorerie est l'un des éléments essentiels de la richesse. Il ne faut pas y renoncer. Pourtant, de nombreuses personnes ne parviennent pas à sécuriser les flux de trésorerie en adoptant une mauvaise stratégie et abandonnent facilement. Très peu de personnes comprennent pleinement l'importance de la trésorerie et sont déterminées à la sécuriser. Ces nombreuses erreurs ont conduit à la création de ce que l'on appelle les riches mendiants. Il existe de nombreuses personnes qui disposent d'un patrimoine très important, mais qui sont obligées de vivre de manière extrêmement frugale. Leur vie n'est souvent pas du tout ce que nous pensons être la vie d'un riche. La première étape pour résoudre toutes ces erreurs et devenir riche est d'améliorer votre compréhension des flux de trésorerie. Au fur et à mesure que vous améliorerez votre compréhension des flux de trésorerie, vous commencerez à entrevoir de nombreuses voies vers la richesse. L'importance des flux financiers réguliers dépasse le niveau de consommation, ce qui permet de vivre sans avoir à vendre son temps à un employeur. Il est possible de vivre sans avoir à vendre ses actifs. Par conséquent, l'ampleur de l'investissement pour devenir riche à l'avenir peut être considérablement augmentée. C'est également le flux de trésorerie qui permet la mise en œuvre stable de diverses stratégies, d'effets de levier essentiels pour devenir riche. Différentes voies s'ouvrent pour devenir riche. Dans ce matériel d'étude, nous examinerons 3 idées fausses courantes sur les flux de trésorerie et nous améliorerons notre compréhension des flux de trésorerie. Tout d'abord, commençons par définir précisément les flux de trésorerie. Nous définissons le flux de trésorerie comme le montant des rentrées d'argent relativement régulières et stables, à l'exclusion de la consommation. Par exemple, l'achat d'un bien immobilier dans le but de réaliser des plus-values ou d'investir dans des actions de croissance n'est pas un acte générateur de flux de trésorerie, car l'entrée d'argent est incertaine. En revanche, le salaire, l'investissement immobilier à des fins locatives et l'investissement dans des actions à dividendes génèrent des entrées d'argent régulières et stables par rapport à d'autres moyens. Ce sont des actes qui génèrent des flux de trésorerie. Bien entendu, comme indiqué précédemment, je ne pense pas qu'il s'agisse de bons moyens de générer des flux de trésorerie. Nous devons augmenter le flux de trésorerie en augmentant les rentrées d'argent et en réduisant la consommation. Comment les gens comprennent-ils mal ce flux de trésorerie et quelles sont les erreurs qu'ils commettent? Examinons chacune d'entre elles afin d'améliorer notre compréhension du flux de trésorerie. Première erreur, choisir les moyens avec des taux d'imposition très élevés pour augmenter le flux de liquidité. La première des erreurs typiques liées au flux de trésorerie est le mauvais choix des moyens d'assurer le flux de trésorerie. En particulier, c'est un très mauvais choix
que d'essayer d'augmenter le flux de trésorerie en utilisant une méthode dont le taux d'imposition est trop élevé pour générer des revenus. La plupart des pays imposent les revenus réguliers tels que les salaires, les intérêts, les dividendes et les loyers, à des taux beaucoup plus élevés que le taux d'imposition des gains provenant de la vente d'actifs très volatiles. Parce que les pays veulent aussi recevoir des flux de trésorerie stables. Supposons, par exemple, qu'un pays impose les revenus d'intérêt, les dividendes et les loyers à un taux de 30%. Ce taux est bien plus important que le simple fait que 30% des bénéfices doivent être versés à l'État. Supposons par exemple que vous investissiez dans une action à dividende dont le rendement est de 8% parmi plusieurs actions à dividende. Tout investissement consiste à obtenir un rendement en échange d'une prise de risque. Quel est le risque inhérent à ce rendement de 8%? Voici quelques chiffres à titre de référence. Actuellement, les rendements des obligations notées, BB et moins aux États-Unis, sont de l'ordre de 7 à 8%. Les obligations notées BB et moins sont des obligations jugées impropres à l'investissement par les agences de notation et qui présentent un risque élevé de défaut de paiement des intérêts. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui peut être considéré comme la possibilité de ne pas être en mesure de payer des intérêts proches de zéro, est actuellement de l'ordre de 4 à 5%. En d'autres termes, le rendement supplémentaire obtenu en prenant le risque élevé de ne pas pouvoir payer les intérêts est d'environ 3%. En d'autres termes, un rendement en dividende de 8%, qui est similaire au rendement des obligations notées BB ou moins, comporte beaucoup de risques. Investir dans cette action de dividende signifie que vous devez assumer un risque important de non-paiement du dividende. Toutefois, si vous payez 30% du rendement de 8% sous forme d'impôt, le taux de rendement effectif tombe à 5,6% après impôt. Vous avez pris le niveau de risque d'un investissement dans une obligation non qualifiée, mais le taux de rendement que vous recevez est similaire à celui d'un investissement dans une obligation sans risque. Cette situation a des conséquences plus négatives que le simple versement à l'État d'une partie des bénéfices réalisés. Il peut arriver que des dividendes ne soient pas perçus. C'est pourquoi, en prévision de ces cas, nous demandons beaucoup de dividendes à l'avance. Toutefois, si les dividendes sont effectivement réduits en raison des impôts, la raison de prendre ce risque disparaît. Si de tels investissements inefficaces sont répétés à long terme, la performance globale sera moins bonne que si vous aviez investi dans des obligations d'État sans risque, car vous ne recevrez souvent pas de dividendes. Bien entendu, dans les pays où les salaires, les dividendes, les intérêts et les revenus locatifs sont moins imposés, cette méthode peut être un excellent moyen de générer des liquidités. Toutefois, si dans un pays qui ne le fait pas, vous investissez dans des actions à dividendes, dans un ETCF à option d'achat couverte ou dans l'immobilier à des fins locatives, vous obtiendrez certainement des résultats inférieurs à ceux escomptés à long terme. Si vous vivez dans un tel pays, vous devez trouver d'autres moyens de générer des flux de trésorerie. En fait, il arrive que de riches Américains, dont Elon Musk, fassent exprès de ne pas recevoir de salaire ou de dividendes de leur entreprise. Après avoir introduit leur société en bourse, ils contractent régulièrement des prêts participatifs pour vivre. Les prêts participatifs ne sont pas considérés comme des revenus, et il n'y a donc aucun moyen de les imposer en vertu de la législation actuelle. Pour mémoire, dans l'hypothèse où la valeur de l'action continue d'augmenter, le principe et les intérêts du prêt participatif ont effectivement le caractère d'un capital qui ne doit pas être remboursé pendant toute la durée de la vie. C'est pourquoi ce type de prêt est très prisé par les riches. Si la valeur de l'action baisse, il y a un risque d'appel de marge, mais si le montant du prêt est maintenu à un niveau nettement inférieur à la valeur de l'action détenue, ce risque disparaît. Bien entendu, cette méthode est impossible pour la plupart des personnes qui lisent ce matériel d'étude. Nous vous informerons progressivement des méthodes possibles
par le biais de divers supports d'études. Deuxièmement, beaucoup de gens ne savent pas quelle est la solution fondamentale pour réduire la consommation. Nous avons défini le flux de trésorerie comme la quantité d'argent qui entre de manière régulière et stable, à l'exclusion de la consommation. Cette fois, parlons de la consommation, l'un des éléments qui composent le flux de trésorerie. En effet, la réduction de la consommation est également un moyen important d'augmenter la trésorerie. De nombreuses personnes pensent qu'elles doivent être patientes, ignorer leurs désirs et vivre de manière frugale. Cependant, peu de personnes qui ont fait le vœu d'économiser de l'argent parviennent à le faire et à accumuler une grande richesse. C'est parce qu'elles ne connaissent pas la solution fondamentale. C'est un peu comme si tout le monde savait qu'il fallait manger moins pour perdre du poids, mais que très peu de gens réussissaient à perdre du poids. Nous pensons que nous pouvons trouver une solution fondamentale dans la science du comportement et la sagesse des Juifs. Seules les personnes capables de comprendre leur propre système de désir, en se basant sur la perspective de la science du comportement, et de développer une stratégie de frugalité personnalisée, réussissent dans la frugalité. Cela varie d'une personne à l'autre, mais nous allons essayer de raconter l'histoire la plus universelle. Selon la science du comportement, l'homme est un animal social. Le comportement des gens est généralement un moyen de parvenir à une relation positive. Même s'il semble avoir un but différent en apparence, le désir d'avoir le type de relation que nous souhaitons est à l'origine du comportement. Pensez à votre consommation. Êtes-vous allé dans un restaurant coûteux à l'atmosphère agréable? Avez-vous bu du vin? Avez-vous porté des vêtements de luxe? Avez-vous acheté une voiture de luxe? Avez-vous loué une belle maison dans un quartier cher? Quelle était la motivation sous-jacente de toutes ces actions? Le résultat que vous attendiez de toute votre consommation n'était-il pas une bonne relation avec une personne que vous appréciez? La plupart des gens dépensent de l'argent pour établir de bonnes relations. Par conséquent, le moyen le plus efficace de réduire les dépenses est de trouver des moyens de construire le type de relation que vous souhaitez sans dépenser d'argent. Bien entendu, la situation de chacun étant différente, il n'existe pas de méthode spécifique qui fonctionne pour tout le monde. Mais les lignes directrices générales le permettent. Pour ne donner que quelques exemples spécifiques, pour les hommes, faire de l'exercice peut augmenter les chances de réussir à économiser. En effet, le fait d'être bon en sport et d'avoir une apparence attrayante grâce à l'exercice physique peut vous aider à nouer le type de relation que vous souhaitez. Vous pouvez avoir moins envie de dépenser. Pour certains, l'obtention d'un diplôme prestigieux peut être utile. Le monde ne rejette jamais un diplômé de Harvard parce qu'il porte des vêtements bon marché. Ils ont plus de chances de nouer les relations qu'ils souhaitent, même s'ils ne dépensent pas d'argent. Même l'amélioration de votre capacité à communiquer peut vous aider à économiser de l'argent. Certaines personnes n'ont pas conscience que leur façon négative de parler leur fait perdre le respect des autres. C'est pourquoi elles achètent des montres et des voitures de sport, coûteuses pour être respectées. Pour ces personnes, la seule amélioration de leur façon de parler pourrait réduire leur consommation. En fait, les Juifs ont réussi à être frugaux et à accumuler des richesses grâce à des stratégies similaires à celles mentionnées ci-dessus. À titre de référence, les Juifs, qui partagent un niveau élevé de connaissance de la richesse, ne représentent que 0,2% de la population mondiale, mais comptent pour 20 à 25% des 100 personnes les plus riches. En examinant le Talmud, la philosophie juive, les Écritures et la loi juive, ils soulignent l'importance de comprendre leur propre système de désir et de trouver un moyen de vivre une vie satisfaisante sans être extravagante. Ils soulignent en particulier que le moyen d'y parvenir est d'accumuler des connaissances et de contribuer à la société afin de gagner l'honneur et la confiance de la société. Cela permet de gagner naturellement le respect des gens. Par conséquent, les gens sont déjà satisfaits de leur vie et se désintéressent du luxe. La consommation diminue naturellement et il y a plus de gens qui veulent coopérer avec vous
de sorte que les possibilités de gagner de l'argent sont infinies. Les possibilités de gagner de l'argent sont donc infinies. Par conséquent, une grande quantité de richesses s'accumule. Il n'existe probablement pas de méthode spécifique pour économiser de l'argent qui convienne à tout le monde. Cependant, vous pouvez économiser de l'argent en comprenant la science du comportement, en comprenant votre propre système de besoins et en trouvant des moyens de vous satisfaire sans dépenser d'argent. Vous pouvez augmenter vos liquidités en économisant de l'argent. Troisièmement, de nombreuses personnes, négligeant l'importance des flux de trésorerie, et abandonnent facilement l'idée de les sécuriser. Non seulement les gens ordinaires, mais même ceux qui ont d'excellentes connaissances financières et qui sont très riches en termes de valeur nette, abandonnent parfois l'idée d'assurer leur flux de trésorerie. La raison pour laquelle les gens renoncent à sécuriser leur trésorerie est claire. Ils sous-estiment l'importance de la sécurisation des flux financiers. Pour devenir riches, ils n'en connaissent pas l'importance et trouvent qu'il est difficile de sécuriser les liquidités, si bien qu'ils abandonnent rapidement. Il y a aussi une raison d'abandonner. En effet, il existe des options permettant d'accroître la possibilité d'augmenter la taille de l'actif net à l'avenir, en échange de l'abandon de la sécurisation des flux de trésorerie. Par exemple, l'achat d'actions de croissance ou l'achat d'un grand nombre de biens immobiliers. L'achat d'actions de croissance qui ne génèrent pas un revenu net suffisant par rapport au prix de l'action n'ajoute pas de flux de trésorerie dans l'immédiat. Mais on peut s'attendre à une augmentation significative du prix de l'action à l'avenir. De même, la stratégie consistant à acheter un grand nombre de biens immobiliers n'est pas une solution attrayante pour augmenter le flux de trésorerie. Bien qu'il y ait des différences d'une ville à l'autre, le rendement des revenus locatifs immobiliers se situe entre 2 et 10% environ. Prenons un exemple moyen d'achat d'un bien immobilier aux États-Unis. Si vous empruntez 80% du prix d'achat d'une maison de 400 000 $ et que le taux d'intérêt du prêt est de 7%, les intérêts seuls s'élèvent à environ 22 400 $ par an. 5,6% du prix d'achat total sont consacrés aux intérêts. Même si l'on suppose que le rendement du loyer mensuel est de 10%, il est difficile d'améliorer de manière significative le flux de trésorerie provenant d'un investissement immobilier. Par exemple, si les taux d'intérêt sont bas et que le rendement du loyer mensuel est élevé, le flux de trésorerie peut être important. Mais il s'agit de périodes spéciales qui ne sont pas courantes dans l'histoire. Toutefois, si vous achetez des actions de croissance ou un grand nombre de biens immobiliers et que vous attendez, vous pouvez obtenir une augmentation rapide de votre valeur nette à un moment favorable. Étant donné qu'il existe une forte incitation à augmenter sa valeur nette à l'avenir, ceux qui sous-estiment l'importance des flux de trésorerie renonceront à les sécuriser. Or, les flux de trésorerie sont l'un des facteurs essentiels auxquels il ne faut jamais renoncer pour s'enrichir. Voyons pourquoi. Nous avons défini la richesse comme l'état d'une personne qui obtient ce qu'elle veut, au moment où elle le veut. J'ai également parlé de l'importance de l'effet de levier comme moyen d'atteindre cette richesse. Si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi l'effet de levier est important, veuillez consulter le matériel d'étude précédent. Cliquez ici. Le flux de trésorerie est un élément essentiel pour maintenir une structure d'endettement stable et durable. Par exemple, supposons que vous souhaitiez investir en contractant un prêt. La banque calculera le montant maximal du prêt en fonction de l'importance et de la stabilité de votre trésorerie. Et pour maintenir la structure de l'effet de levier sur une longue période, vous devez disposer d'un flux de trésorerie qui vous permette de rembourser le capital et les intérêts de manière fiable. Il en va de même lorsque vous souhaitez faire des affaires. Les affaires consistent à trouver des personnes et des capitaux qui sont actuellement déployés dans des endroits inefficaces et à les combiner pour les déployer dans des endroits efficaces. Naturellement, la combinaison des personnes et des capitaux entraîne des coûts réguliers
et des flux de trésorerie sont nécessaires pour couvrir ces coûts. Quelle que soit la structure de l'effet de levier que vous construisez, le flux de trésorerie est essentiel. La deuxième raison pour laquelle les flux de trésorerie sont essentiels est que, sans eux, il est difficile de dépenser de l'argent, même si l'on dispose d'un patrimoine net important. Une vie où l'on ne peut pas consommer ce que l'on veut quand on le veut n'est pas considérée comme une vie aisée. La plupart des personnes qui manquent de liquidité, quelle que soit l'importance de leur patrimoine, mènent une vie peu riche. De nombreuses personnes riches vivent de manière extrêmement frugale, même si elles ont acquis un patrimoine important en investissant, principalement dans des actions de croissance ou dans l'immobilier. La meilleure façon de le confirmer par des statistiques est de vérifier les habitudes de consommation des pays où la part de l'immobilier dans le total des actifs est élevée. Comme nous l'avons expliqué précédemment, si la proportion de biens immobiliers est élevée, les flux de trésorerie seront instables. Et l'on peut confirmer que les habitants de ces pays vivent avec un faible niveau de consommation par rapport à leurs revenus. Par exemple, dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, où l'immobilier représente une proportion élevée des actifs des ménages, la propension à dépenser par rapport aux revenus n'est que de 60 à 70%. En revanche, la propension à consommer des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France, où l'immobilier représente une faible proportion du total, est supérieure à 90%. Ceux qui ont structuré leur patrimoine familial de manière à disposer de liquidités suffisantes peuvent consacrer la majeure partie de leurs revenus à la consommation, mais ceux qui ne le peuvent pas doivent vivre de manière extrêmement frugale, même s'ils gagnent de l'argent. Cette situation est psychologiquement compréhensible. Les personnes qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante doivent vendre leurs actifs pour dépenser. En revanche, les personnes qui disposent d'une trésorerie suffisante peuvent dépenser autant qu'elles le souhaitent, sans réduire la taille de leur patrimoine. Les résultats sont donc opposés. La trésorerie est un élément essentiel qu'il faut sécuriser pour maintenir l'effet de levier indispensable à la richesse et continuer à obtenir ce que l'on veut, quand on le veut. Quatrièmement, apprenez la bonne stratégie de trésorerie chez Finoptio. Jusqu'à présent, nous avons examiné les malentendus et les erreurs concernant les flux de trésorerie et nous avons essayé d'améliorer notre compréhension des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont un élément essentiel de la richesse, mais la plupart des stratégies de sécurisation des flux de trésorerie connus ne sont pas pratiques. Étudier avec Finoptio vous aidera à trouver la stratégie de trésorerie optimale qui vous convient. En particulier, nous recommandons la stratégie Quant Covered Call comme stratégie de sécurisation des flux de trésorerie qui convient à la plupart des employés de bureau. Au lieu d'investir dans des ETF ou des fonds qui mettent en œuvre des stratégies d'appel couvert, vous devriez mettre en œuvre la stratégie vous-même. En effet, les revenus générés par un autre expert, investissant en votre nom, sont soumis à des taux d'imposition très élevés dans la plupart des pays. La méthode de mise en œuvre directe de la stratégie Quant Covered Call prend moins de 30 minutes par jour. Il s'agit d'une méthode simple qui ne nécessite pas de réflexion particulière sur les méthodes d'investissement, mais qui peut être exécutée mécaniquement selon les principes établis. De plus, si vous mettez en œuvre vous-même la stratégie Quant Covered Call, les impôts encourus chaque année sont très faibles. Nous en apprendrons plus sur les différentes stratégies qui permettent de sécuriser les flux de trésorerie, en particulier sur les raisons de la supériorité du Quant Covered Call et sur la manière de mettre en œuvre le Quant Covered Call en détail. Nous espérons que vous visiterez Finoptio régulièrement et que vous cultiverez votre sagesse financière. Avec ce matériel d'étude, vous avez tout appris sur les 4 éléments de la richesse: la liquidité, le crédit, l'effet de levier et le flux de trésorerie. Dans les documents d'études suivants, nous apprendrons en détail comment sécuriser les 4 éléments de la richesse.